Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Forestier. Bonjour Cyril. Salut Johan, ça va? Oui, très bien et toi? Ouais, nickel. Écoute, merci dans un premier temps d'intervenir sur le podcast. Je suis content de te recevoir. Bah écoute, je suis super content d'être là. On va avoir un petit moment pour parler un peu de ce qui t'anime toi et moi, je crois. Oui, ouais, tout à fait. Et bah, pour démarrer cet échange, je vais te laisser te présenter, parler un peu de ton parcours sportif, tes études et comment tu es entré dans le monde du sport. Ouais, alors je vais faire alors le parcours sportif, moi pour résumer, j'ai fait surtout du ski en club et en ski études pendant des années, jusqu'à je pense que pendant de mes 9 ans à mes 18 ans, quelque chose comme ça, j'étais en club, jusqu'à passer en ski études où je faisais vraiment que ça. Enfin où je faisais vraiment énormément de ski, du spécial particulièrement, du piqué du coup, c'était des efforts, assez courts et ouais jusqu'à ce que donc je pratique ça. C'est vrai que moi j'ai jamais trop atteint des hauts niveaux, là-dedans. Enfin j'ai un peu plus plafonné que d'autres collègues du sport, mais bon, c'était comme ça. Je pense que vers 18 ans, j'ai arrêté. J'ai eu une période un peu de transition sportive où je faisais, je sais pas trop ce que je faisais. J'avais commencé à faire un peu de randonnée, pour, découvrir la montagne un peu différemment de ce que je faisais d'habitude en ski. Et en fait, petit à petit, à travers différentes, pratiques, je suis arrivé à courir en montagne. Je crois qu'un déclencheur, ça a été j'en parlais ce week-end avec des amis, ça a été le géocaching. Je sais pas si tu connais de nom, si les auditeurs connaissent? C'est une espèce de chasse au trésor grandeur nature. Tu te balades en forêt et tu dois trouver à un endroit une boîte qui est cachée par des pratiquants et du coup, j'ai découvert ça quand j'étais en STAPS, que je faisais mes études. Un prof nous en avait parlé et j'avais découvert ça. Je me suis dit: «Attends, je vais essayer» et puis, bah, au début, je le faisais un peu en rando, en balade, j'allais en chercher une. Puis après, je m'étais dit: «Attends, si je pousse un peu la balade, je peux en choper 2. Ah bah, attends, je peux peut-être en faire 3 ou 4. Ah, si je m'accélère un petit peu, je peux peut-être en faire plus» et je me suis mis, en fait, à courir doucement comme ça en montagne et c'est ça, je pense, qui m'a fait doucement transitionner vers le trail, qui est mon sport, aujourd'hui de pratique, numéro 1 et je pratique le trail, je dirais depuis sérieusement, on va dire depuis, je dirais 2018 à peu près. Vraiment de manière un peu structurée et avec un objectif, compétition. Et actuellement, tu cours à peu près quelle fréquence par semaine? 3 fois, 4 fois, plus que ça? Ouais, plus que ça, alors je compte pas uniquement en entraînement, course à pied, puisque je fais pas que de la course à pied pour le trail, je fais globalement 3 sports, 3 ou 4. Je fais course à pied, vélo, musculation et yoga, et je pense que je m'entraîne ça dépend des semaines, mais je dois m'entraîner entre 12 et 18 heures par semaine, je dirais, en moyenne. OK. Bon ça, c'est un bon volume déjà. Ouais, ça commence à être un bon volume, ouais. OK et du coup, ça, c'était le côté un peu plus sportif et pour le volet un peu plus, plus professionnel. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler? Ouais, alors j'essaie de résumer, si je suis trop long, hésite pas à me faire signe. Mais alors, pour résumer, j'ai fait une formation STAPS, donc fac de sport. J'ai d'abord fait une formation qui a rien à voir avec l'entraînement, activité physique adaptée, qui est plutôt du d'activité physique pour des personnes avec, des besoins spécifiques, des handicaps, des choses comme ça, des maladies, peu importe. Ça m'avait pas trop épanoui, du coup, j'avais fait un master 1 entraînement en me disant, que ça me plairait plus. Là, je me suis vraiment éclaté et en fait, doucement, en parallèle de ce que je faisais en formation, il y avait le volet recherche qui commençait à vraiment m'intéresser. À l'époque où j'ai fait mon master 1, c'était, 2013-2014, il y avait encore les masters recherche, ça existait encore. C'était des masters spécialisés recherche qui étaient d'aucune filière, juste recherche, qui avait pour but de préparer au doctorat. Donc, du coup, en master 2, j'avais fait ça. Après, j'ai fait ma thèse, à Grenoble. J'avais bougé de Nice à Grenoble pour faire mon doctorat. J'ai fait un doctorat plutôt orienté santé, parce que je m'intéressais aux déterminants psychologiques de l'activité physique, chez des personnes, qui doivent changer de comportement, donc qui sont plutôt sédentaires et qui doivent faire plus d'activité physique.
J'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'ai fait le parcours un peu classique, donc j'ai fait un postdoc, à l'étranger. J'étais revenu en France. J'ai passé les concours pour être enseignant-chercheur à l'université, que j'avais obtenu une première fois. J'ai été enseignant-chercheur 2 ans au Mans. Après, ça commençait à pas trop me plaire comme métier. J'en ai largement parlé dans 2 épisodes de podcast qui m'avaient invité, il y a quelques mois, si jamais les gens veulent peut-être détailler ça, mais j'y rentrerai pas dans les détails là de suite, à moins que ça t'intéresse à fond. Mais ça m'avait pas trop plu. J'ai repassé le concours, j'ai re-été maître de conf, j'ai eu une deuxième fois un poste, cette fois à Nantes et en fait, ça me plaisait toujours pas. J'avais cherché un autre labo, ça me plaisait toujours pas, donc j'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça. J'ai En parallèle de tout ça, j'avais commencé à créer, mes réseaux. Courir mieux, qui était à la base juste un site où je faisais de la vulgarisation scientifique en rapport avec, l'entraînement, la course à pied, le trail et cetera. Parce que, quand moi, en tant que chercheur, j'essayais de comprendre comment mieux m'entraîner et bah, je trouvais des infos sur internet et puis rapidement, quand j'essayais de les vérifier, je me rendais compte que par rapport à la littérature scientifique, bah, il y avait souvent un gros décalage et que, je suis assez tranché là-dessus aujourd'hui, je suis désolé, mais, qu'il y avait pas mal de conseils qui étaient, pas du tout fiable, on va dire. Je vais rester, avec cette terminologie, pas fiable du tout et pas fondée, voire même à l'inverse de ce qui a été montré et du coup, j'avais commencé à créer mon réseau jusqu'à ce que, en changeant de job, ça devienne mon activité professionnelle principale aujourd'hui, donc courir mieux, c'est une petite boîte, que j'ai créée où je fais de l'entraînement et de la création de contenu, podcast et vidéos, tests matériels, interviews d'athlètes, en rapport avec l'entraînement et les progrès, la performance en trail et en course à pied. Donc je suis revenu un petit peu à ce que j'avais vu en M1, on va dire, entraînement qui était quand même, quelque chose que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, j'avais candidaté sur une thèse sur le trail, à l'époque et quand j'ai eu le choix et je l'ai pas eu. Par contre, j'avais eu un poste sur la thèse sur le la santé donc quand tu veux faire un doctorat, tu fais pas le difficile généralement. Tu y vas, quand tu as une opportunité financée, c'est déjà tellement rare que tu y vas. Mais ouais, je suis revenu à mon premier amour, je pense. OK, donc ça fait un parcours assez riche. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ta thèse, notamment ce que tu as cherché à démontrer et les conclusions que tu as pu, en tirer? Ouais. Alors, si je résume ce sur quoi j'ai travaillé pendant quand même, quasiment 8 ans, j'ai fait au moins 8 ou 9 ans sur la thématique, donc j'ai quand même au moins une ou 2 preuves, déjà, à partager. C'est pas une longue carrière, mais c'est déjà ça. En fait, moi, je m'intéressais à quelque chose qu'on appelle le conflit motivationnel. C'est, comment les individus font, comment nous, en tant qu'êtres humains, on fait pour gérer dans la vie de tous les jours quand, 2 motivations s'opposent. Par exemple, l'exemple le plus classique que je donne et après je l'appliquerai à mon domaine de recherche, c'est, j'ai un petit creux, j'ai faim, j'ai envie de grignoter quelque chose. Est-ce que je mange une pomme ou est-ce que je mange un Snickers, par exemple? Ou je mange une barre chocolatée pour pas citer de marque. Et du coup, je m'intéressais à comment est-ce que les individus font dans cette situation pour choisir en fonction de buts. Par exemple, à long terme, j'aimerais manger, équilibré, mais également de buts à court terme. C'est plaisant, c'est agréable, ça a bon goût, j'aimerais bien en manger et donc comment je fais pour résoudre ce conflit entre 2 motivations? D'une part, certaines qui me poussent vers la pomme, d'autre part, certaines qui me poussent vers, la barre chocolatée et en fait, en prenant tous ces travaux qui existaient dans le cadre de l'alimentation, je les ai appliqués au contexte de l'activité physique et de la sédentarité, en me disant que, j'étais face à des personnes qui changeaient de comportement et donc qui devaient faire des choix entre, faire de l'activité physique ou rester dans le canapé. Est-ce que je rentre chez moi après une journée de travail, par exemple, une journée de boulot? Est-ce que je vais dans le canapé, regarder une série ou lire ou jouer à la console pour me détendre? Parce que ça, c'est attractif, c'est tout à fait normal de vouloir réaliser ce comportement. Ou alors est-ce que je vais faire ma séance d'activité physique comme je l'ai prévu, comme mon entraîneur me propose de la faire, comme, mon envie, par exemple, de performer, de progresser en sport, m'y pousse? Et du coup, je m'intéressais à comment est-ce que les individus solutionnent ce genre de situation de conflit motivationnel et je m'intéressais particulièrement au contrôle de soi. Donc moi, je m'intéressais au contrôle de soi, qui est un ensemble de stratégies que tu vas utiliser. C'est une petite boîte à outils que tu vas utiliser pour, résoudre ces conflits. Donc, dans la boîte à outils, tu peux piocher. Par exemple, l'inhibition. Ça veut dire que je vais purement résister à cette envie d'aller dans le canapé. Dans ta boîte à outils, tu peux piocher, tu peux mettre en place, je sais pas, de l'évitement. Par exemple, tu vas faire en sorte d'avoir tes affaires de sport avec toi. Tu vas courir juste après le boulot et pas en rentrant chez toi. Comme ça, tu as pas une tentation sédentaire face à toi et tu as mis en place une stratégie pour pas vivre la tentation et aller faire ton activité physique avant d'être tenté par rester dans le canapé.
Donc bref, tu as plein de stratégies qui existent et moi, je m'intéressais à comment est-ce que ces stratégies, se mettent en place et surtout quand est-ce que ces stratégies sont fatiguées? Quand est-ce qu'elles sont moins efficaces? Quand est-ce qu'elles sont plus efficaces? C'était vraiment ça ma thématique de recherche. Et quel test tu as mis en place pour, voir comment les personnes, les sujets de ton étude, avaient telle ou telle stratégie? Quel test tu as mis en place Ouais. et qu'est-ce que tu en as conclu? Ouais. Alors j'ai pas fait d'études sur quelle stratégie est la meilleure. J'ai juste fait le constat que dans la littérature, il y avait des stratégies meilleures que d'autres et alors là, si tu veux, je peux te parler de l'étude dont je suis le plus fier puisque j'en ai quand même, quelques-unes, mais il y en a une que je suis vraiment content d'avoir menée. C'était une étude où on suivait les gens avec un accéléromètre. Donc c'est un petit capteur accélérométrique qui est posé à la ceinture des individus. Donc tu le portes toute la journée, ça se met dans tes passants de ceinture de pantalon. On suivait les gens du coup en accélérométrie pendant toute la journée. On leur posait également des questions aléatoirement sur le téléphone par tranche de 2 heures. C'est-à-dire qu'entre 8 heures et 10 heures, ça faisait une tranche par exemple de 2 heures et on là-dedans, il y avait une question qui pouvait sonner aléatoirement. Quand ça sonnait, on demandait aux personnes: «Est-ce que vous avez eu envie d'être sédentaire? Si oui, est-ce que c'était en conflit avec votre but à long terme? Et si oui, est-ce que vous avez résisté à cette tentation?» C'était 3 ques et la dernière, est-ce que vous avez eu, l'énergie pour y résister à cette tentation? Et en fait, on avait ces 4 mesures. On avait la mesure comportementale et on faisait des corrélations, mais des corrélations sauf qu'en fait, comme on suivait les gens sur une semaine avec 7 mesures par jour pendant 7 jours, ça faisait 49 mesures. Et j'ai eu, 70 personnes qui ont fait l'étude, donc ça fait 70 personnes qui ont eu 50 mesures par jour. On avait une base de données, gigantesque et on a fait des corrélations assez simples entre, ce que les personnes ont vécu et ce qu'elles ont réussi à atteindre leur but, d'activité physique, par exemple. Et ça marchait assez bien. Une des choses qui marchait vraiment bien, dans cette étude, c'était la perception d'énergie. C'est-à-dire les personnes qui avaient l'impression d'avoir de l'énergie pour, résister, d'avoir de l'énergie pour résoudre ce conflit, de la manière qu'elles veulent, peu importe. Du moment qu'elles percevaient avoir des ressources mentales disponibles pour, résoudre ce conflit et ben, elles étaient meilleures et elles faisaient plus d'activité physique, elles étaient moins sédentaires sur la tranche horaire à laquelle on s'est intéressé. OK, super intéressant. Est-ce que pendant ta thèse, tu as eu affaire à, alors je pense que oui, je pense que c'est un peu inévitable, mais des biais qui font que, au niveau des interprétations, des discussions, on n'est pas forcément sûr à 100 de ce qu'on a observé? Ouais, alors, ça c'est le ça ce sera dans toutes les études et je pense qu'il y a aucune étude sans biais, Ouais. c'est même le plus important. J'ai l'impression que quand tu cherches dans la littérature, quel que soit le sujet, tu passes plus de temps à repérer des études, comprendre leurs biais et les écarter, soit parce que c'est des études vraiment de mauvaise qualité, mais ça peut être aussi juste parce que les biais font que c'est pas applicable à ton domaine. C'est pas un biais qui est grave, mais c'est un biais qui fait que tu peux pas l'utiliser, toi, pour répondre à la question que tu te poses. Donc en fait, toutes les études, elles ont des biais. Moi, je peux te dire que, par exemple, un biais qui était hyper important dans mes travaux de thèse, mais même mes travaux après, c'était les participants sur lesquels, je faisais mes études. En fait, on s'en rend pas compte, c'est peut-être un petit message pour les auditeurs, s'ils nous é enfin, si ça les intéresse. C'est extrêmement difficile de recruter des participants et encore plus de recruter des participants qui correspondent à ta question de recherche. Moi, je m'intéressais à des personnes dans mon cœur de questionnement, c'était des personnes qui veulent changer de comportement, qui sont sédentaires et qui veulent faire plus d'activité physique. Et le constat, c'est que quand j'ai voulu vraiment m'intéresser à cette population, et ben, j'en avais très peu des personnes comme ça, qui répondaient à mon étude, qui voulaient simplement participer. Si je te donne un exemple, je me suis intéressé à des personnes qui avaient fait un accident cardiovasculaire dans un centre, de réadaptation cardiaque après un infarctus. Typiquement, 90 des personnes avaient juste, entre guillemets, «juste fait un infarctus». Donc, en fait, je dis juste parce que, quand j'étais en cardiologie, donc je faisais à peu près tous les services et il y avait, vraiment 1000 fois plus grave qu'un infarctus. Et les personnes, je crois que sur 170 à peu près que j'avais c'était le la conclusion un peu dans ma thèse, sur 170 personnes que j'ai contactées pour réaliser l'étude, il y en a 14 qui ont accepté. Donc là, tu te poses la question déjà du biais parce que tu manques de personnes. Tu poses la question de la représentativité de ces personnes, parce que quand on a que 14 sur 170, c'est-à-dire moins de 10, tu peux te demander si ces 10,
Ils sont pas un peu particuliers par rapport à tous les autres? Est-ce qu'ils représentent vraiment la population qui m'intéresse? Donc, et au final, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai publié pas mal de travaux, mais j'ai beaucoup d'études à moi qui sont publiées sur des étudiants en STAPS. Alors, il y en a, hein, des étudiants STAPS qui répondaient à la consigne. J'aimerais faire plus d'activité physique, mais un étudiant STAPS ou un étudiant même, pas STAPS, parce que j'en ai aussi des étudiants pas STAPS, qui veut faire plus d'activité physique, c'est pas une personne de 40 ans, 50 ans, qui a des risques pour sa santé, qui a des enfants, qui a une famille, qui a un boulot exigeant, même si les études, c'est exigeant. Mais tu vois, en termes de représentativité, je pense que ça, c'est un des gros biais que j'ai pu avoir dans mes études et que j'ai cherché à dépasser, mais c'est super difficile à dépasser. C'est vraiment hyper difficile. Et du coup, au final, tu avais que 14 sujets ou tu as réussi à Non, non, grappiller non. quelques-uns en plus? Et non, dans cette étude-là, alors dans d'autres études, celle où je te parlais tout à l'heure, par exemple, où on en avait 70, c'était des étudiants STAPS. Parce qu'en plus, moi, j'avais quand même vraiment une tendance à chercher des études. J'étais très sensible, enfin, je le suis encore d'ailleurs, parce que j'ai encore fait une intervention il y a 2 semaines là-dessus, 3 semaines là-dessus. J'étais hyper sensible aux bonnes pratiques de recherche. Donc, j'ai passé vraiment un bon moment de ma carrière scientifique et j'ai même été plus souvent invité pour cette casquette-là que pour mes travaux de recherche. Donc c'était assez marrant. Mais j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser à tout ce qui est, réplicabilité des études, bonnes pratiques scientifiques, lutte contre la fraude scientifique, et cetera. Et il y a un point sur lequel moi j'étais hyper, vigilant, c'était la taille de mes échantillons. Je voulais toujours avoir, un énorme échantillon parce que les études sur 10 personnes, tu peux rien conclure. À chaque fois, tu es genre: «Bah, il se passe rien» ou alors il se passe quelque chose, mais c'est tellement bizarre ce qui se passe sur 10 personnes que tu peux te demander à quel point c'est applicable à d'autres personnes. Donc j'ai toujours fait mon max pour avoir, ce qu'on appelle de la puissance statistique, c'est-à-dire beaucoup de monde. Donc en fait, quand tu regardes mes travaux, j'en ai sur 70 personnes, j'en ai sur 300 personnes, j'en ai sur des bases de données énormes. Mais, celle qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire sur par exemple sur des personnes qui ont un problème de santé et qui doivent changer, j'en ai 2. La première, c'était un simple questionnaire, je dois avoir 90 personnes et c'était très maigre par rapport au nombre de personnes que j'aurais pu avoir. C'était juste un petit questionnaire qui prenait 10 minutes à remplir. Et la deuxième vraie étude qui était la plus importante, qui était exactement la même que celle que j'ai précisée au début de l'épisode, mais qui est sur une autre population, il y a 14 personnes. Et j'ai jamais pu aller plus loin parce qu'en fait, bah, j'ai recruté pendant 2 ans. Donc quand ça fait 2 ans de ton travail doctoral sur 3, parce que tu es payé que pour 3 ans, pour, faire ta thèse, bah, quand tu es au bout des 2 ans, que tu as que 15 personnes, il y a un moment, il faut que tu arrêtes parce qu'en plus, même si tu vas y passer 1 an de plus, ça veut dire que tu vas avoir quoi? Tu vas avoir, 5 personnes, 6 personnes en plus. Donc il y a un moment, tu mets un stop, à l'étude, tu dis: «Bah, faut qu'on conclue avec ce qu'on a entre les mains», mais malheureusement, c'est pas beaucoup. OK, et du coup, co est-ce que tu as des stratégies ou comment tu t'y prends pour sélectionner des études scientifiques, pour être sûr que ça soit de bonne qualité, que les biais soient pas trop importants non plus? Il y en Ouais. a, mais ça passe. Comment tu t'y prends? Alors il y a c'est ce serait un podcast de 8 heures, si je devais tous les détailler, mais je peux Je te déjà te laisse donner, résumer. ouais, je peux te donner 2-3 grandes lignes que moi je trouve, pertinentes. La première re et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, donc pour les auditeurs, il faut savoir que c'est l'avis de quelqu'un qui est assez tranché, sur ce point-là. Il y aura d'autres personnes qui seront peut-être plus souples que moi, mais en tout cas, moi, sur ce point, je suis assez tranché. C'est la première chose, c'est le journal où c'est publié. Je m'intéresse pas à l'impact factor, je m'intéresse pas aux quartiles qui sont des indicateurs de popularité du journal. Je m'intéresse à est-ce que le journal est prédateur ou pas? Il existe depuis, surtout depuis le Covid, des journaux qu'on appelle des journaux prédateurs. C'est-à-dire des journaux qui, si je résume, favorisent leur modèle économique plutôt que la qualité scientifique. Et ça, donc c'est des journaux où il y a tout sera publié. C'est-à-dire que le processus de révision par les pairs, il est minime, c'est une blague la plupart du temps. Et ce que tu es sûr en tant qu'auteur, c'est que ton travail sera publié, du moment que tu payes. Ça va être, globalement ça. Si tu payes, t'inquiète pas, ce sera publié. Le problème, c'est que la révision par les pairs, c'est quand même le premier garde-fou dans la science pour des travaux de qualité. Et si tu, heu, dégrades la qualité de ce processus-là, bah, tu as des travaux de moins bonne qualité. Donc la première chose que je fais, c'est quand je vois un article, je regarde le journal, je vais sur une des listes qui existent de journaux prédateurs. Il y en a 2, Predatory Reports et Beall's List, c'est Beal2Ls. Et je regarde si le journal est listé dans ces listes de journal prédateur qui ont été identifiées ou pas.
Donc ça, c'est vraiment la première chose où je me dis: «Bah, au moins, je suis sûr que ça dégage». Donc tu vois, par exemple, là, les journaux MDPI, c'est actuellement un des organismes, un des éditeurs, qui a plein de revues prédatrices. Ils en ont vraiment beaucoup et ils inondent la littérature de journaux qui manquent de qualité, d'articles qui manquent de qualité. Et bah, tu vois, ça, c'est la première chose que je fais. Moi, j'ai pas le temps de me poser la question, j'ai pas accès aux données, j'ai pas accès à tout ce que les éditeurs et les reviewers ont. Donc par défaut, ça, c'est quelque chose que je mets de côté. La deuxième chose à laquelle je fais attention, je pense pour éviter les biais ou juste pour prendre un peu de recul sur le papier, c'est je regarde l'échantillon lui-même. Qui sont les gens? Est-ce que c'est des sportifs? Est-ce que c'est des amateurs? Et c'est pas grave, c'est juste que tu peux pas avoir exactement les mêmes conclusions. Des fois, quand on te dit: «Regarde, le programme d'activité le programme d'entraînement», parce qu'actuellement je lis plus des papiers orientés entraînement. Mais regarde, on te dit, je sais pas, telle méthode est plus efficace que telle méthode. Tu regardes les personnes, c'est des personnes qui faisaient, pas d'activité physique au début. Toi, tu bosses avec des personnes, je sais pas, qui font déjà 6, 8 heures de sport par semaine. Tu peux te poser la question d'à quel point ça marchera pareil, chez des personnes entraînées. Sachant que chez des débutants, globalement, tout marchera de la même façon. Enfin, quasiment tout marchera, on pourra revenir sur ce point plus tard, mais globalement, tout marchera quand personne n'a jamais rien fait. Donc bref, du coup, ça, c'est l'autre chose que je regarde un petit peu, la population. Même si des fois, tu as pas forcément la population qui t'intéresse, ça te permet juste au moins de prendre un petit peu de recul et de faire attention. Et le dernier biais, je dirais, sur lequel je vais faire vraiment attention, allez, j'en donnerai 2. Un des biais auxquels je vais faire vraiment attention, c'est la taille de l'échantillon. Est-ce qu'il y a un peu de monde dans l'étude ou pas? Est-ce qu'il y a 8 personnes divisées en 2 groupes? Là, tu peux te dire: «Non mais attends, ça fait 4 personnes par groupe», tu vois? C'est un peu ridicule. Ou est-ce que ça c'est une étude qui a cherché à avoir un peu de monde? Et le dernier, mais c'est peut-être à cause de ma casquette, chercheur et que j'aimais bien ça, c'est je regarde un peu les stats qui ont été faites et est-ce que c'est propre? Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais si je veux vulgariser ce point, je dirais que pour faire gaffe à un biais, tu pourrais, ne pas regarder l'abstract des études, alors que c'est ce qu'on fait tous. Mais pour imiter un biais, qui va être un biais de, on va dire, de surinterprétation de la part des auteurs. Souvent, quand tu lis l'abstract ou la conclusion, c'est extraordinaire ce qui a été trouvé, ça change la vie, d'un seul coup, tu peux prendre toutes tes méthodes d'entraînement, les mettre à la poubelle et appliquer la nouvelle méthode qu'ils viennent de découvrir. Et en fait, j'essaie de pas lire l'abstract et la conclusion, je vais aux stats et je regarde ce que les chiffres disent réellement. Quelle est la différence entre les groupes qui a été observé? Quelle est la taille de cette différence? Et est-ce que, du coup, je considère que c'est utile ou pas? Et je dirais que quand tu as fait à peu près ces 4 points là que je viens de mentionner, je pense que déjà tu as éliminé quelques biais ou au moins tu les connais et tu peux juste, ça veut pas dire que l'article est à mettre à la poubelle, sauf pour les journaux prédateurs. Moi, je les dégage directement. Mais ça veut dire au moins que tu as pour les 3 autres, tu as un peu les biais en tête et tu peux simplement interpréter d'une manière ou d'une autre le papier que tu viens de lire. Est-ce que tu penses, pour les auditeurs qui écoutent, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la lecture d'articles scientifiques, est-ce qu'on peut rapidement voir, si un article est de bonne ou de mauvaise qualité? Ou faut avoir un peu d'expérience dans la lecture, d'articles pour se dire: «Ah oui, là, OK, l'article est plutôt bon» ou au contraire, il est moins bon? Alors, si tu élimines les articles dans des revues prédatrices, on va dire qu'on parle pas de ceux-là qui sont, à mon sens, par défaut de mauvaise qualité. C'est mon a priori. Si tu les élimines ceux-là, je pense qu'il faut un petit peu d'expérience, mais la première chose qu'il va falloir, c'est vraiment juste, de la prise de recul. C'est-à-dire, c'est pas alors forcément, il y a des choses qui vont te demander de l'expérience. Là, par exemple, quand je te dis que je lis les stats, il faut forcément avoir mangé des stats et comprendre les statistiques pour, détecter si, par exemple, il y a quelque chose qui va pas exactement dans le sens de ce qui est écrit mot pour mot. Parce qu'il y a un écart entre ce que les chiffres disent et ce que les auteurs interprètent des chiffres. Mais avant ça, je pense que même sans expérience, la première chose, ça va être juste une question de prise de recul, où tu te poses après avoir lu l'article, tu te poses juste quelques questions. Est-ce que les gens inclus dans l'étude ressemblent aux personnes qui m'intéressent? Et tu regardes juste des petits indicateurs un peu moyens. Est-ce que la moyenne d'activité physique ou d'entraînement des gens inclus correspond à la moyenne des miens? Est-ce qu'il y a un gros écart entre, par exemple, les athlètes que j'entraîne et ceux qui sont intégrés dans la littérature? Enfin, dans le papier en question. Et en fait, je pense que quand tu te poses juste ces petites questions, est-ce que le design, par exemple, permet de répondre à la question? Je sais pas, imagine demain, je te dis, je vais faire un test de fatigue physique, pour voir, si, je sais pas, tu es plus résistant à la fatigue avant avec un protocole versus un autre et que, le test de fatigue physique, ça va être, je sais pas, 2 minutes de marche sur tapis. Imagine, je dis n'importe quoi.
bah, n'importe qui, même sans expérience scientifique, est capable de se dire: «Attends, 2 minutes de marche sur tapis, est-ce que c'est vraiment fatigant?» Donc je pense que juste à la base, même s'il faut de l'expérience et il faut lire plein de papiers pour, doucement développer cette capacité ou améliorer cette capacité à détecter des papiers de bonne qualité et de mauvaise qualité. Je pense qu'au début, juste en prenant un peu de recul, 5 minutes, en te posant quelques questions, la population, le design, les mesures, rien qu'en faisant ça, tu peux déjà te dire: «Est-ce que c'est vraiment applicable à mon cas ou pas?» Et ça, je pense que c'est vraiment ça demande pas forcément d'expérience, ça demande juste de, entre guillemets, «réfléchir un petit peu». Ouais, du bon sens quoi, finalement. Ouais, après, je dis ça, c'est pas dénigrant, hein, de quand je dis, Oui, oui. faut réfléchir un petit peu, mais oui, c'est ça, prendre le temps de te dire: «Est-ce que c'est» répondre à la question toi-même, et il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, toi-même, est-ce que ce que je viens de lire, c'est applicable à ce que je veux à la question à laquelle je veux répondre? Est-ce que ça répond vraiment à ma question? Et Et voilà. ça et ça m'amène à une autre question qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le décalage entre, les articles scientifiques et le terrain. Est-ce qu'il faut attendre que, alors une méthode d'entraînement ou quoi que ce soit, ça soit validé scientifiquement pour pouvoir valider et donc l'appliquer sur le terrain? Étant donné que du coup, dans les études, des fois, c'est fait sur, une population différente, et cetera. Ouais. Je vais te répondre, oui et non, et je peux t'expliquer un peu pourquoi, je peux dire en fait, je vais plutôt répondre oui, et je vais t'expliquer pourquoi par contre de temps en temps, on peut prendre ma réponse avec un peu plus de modération. La première chose que je veux répondre, c'est que pour moi, déjà, il y a beaucoup d'études. C'est la première chose, pour moi qui est vraiment importante à garder en tête, c'est qu'il y a énormément d'études publiées. On est dans une époque aujourd'hui où il y a jamais eu autant de papiers publiés, dans la littérature, et ça veut dire que quand tu te poses une question, une méthode d'entraînement, par exemple, est-ce qu'elle marche ou pas? Il y a quand même de grandes chances que tu trouves des pistes de réponses, pas forcément des réponses tranchées, mais que tu trouves des pistes de réponses dans la littérature. Donc pour moi, effectivement, si tu cherches à développer quelque chose de hyper novateur et cetera, qui a vraiment jamais été vu nulle part, bah, tu auras peut-être pas la réponse, mais la plupart du temps, la grande majorité des questions, elles commencent à avoir des réponses dans la littérature à cause de la quantité de publications qui existent. La deuxième réponse, pourquoi oui? La deuxième raison pourquoi oui, pour moi, il faut attendre un peu d'avoir des preuves qui soutiennent la décision qu'on veut prendre, c'est parce que tu as quand même un risque, quand tu prends une décision. Tu as plusieurs risques, et alors là, je te parle vraiment avec la casquette entraîneur que j'ai aujourd'hui, hein. J'ai 8 athlètes dont je m'occupe, et ça, c'est ma vision à moi. Peut-être que d'autres athlètes entraîneurs sont pas d'accord avec moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est vraiment ma vision. Ma vision, c'est que j'ai 8 personnes qui me font confiance. C'est-à-dire 8 personnes qui me payent tous les mois pour que je m'occupe d'eux en tant qu'entraîneur, que je les fasse progresser, que je les aide à atteindre leur objectif. Si moi, je prends des décisions, je vais dire au doigt mouillé, en me disant: «Bah, je pense que ça marche parce que à mon avis sur le terrain, on a vu ça, on a vu ci». Parce qu'en fait, sur le terrain, souvent on me dit: «Ouais, moi j'ai vu plein d'athlètes», alors je reviens dessus par la suite. Mais moi j'ai vu, plein d'athlètes, qui ont fait ça et ils ont performé. Si je prends des décisions juste basées là-dessus, bah, c'est exactement pareil. En fait, j'ai pas la représentativité des athlètes sur lesquels ça a été prouvé. J'ai même pas les chiffres sur lesquels ça a été prouvé. Je sais même pas si ça marche vraiment. Je sais même pas si les mêmes personnes avec un autre programme d'entraînement, elles auraient pas été encore plus performantes, et je vois pas tous ceux chez qui ça a pas marché. C'est ce qu'on appelle un peu le biais du survivant. C'est-à-dire que quand on te dit: «Il y a plein d'athlètes chez qui ça a marché», un entraîneur peut te dire ça. Ça ignore, ra facilement tous les athlètes qui se sont cassés les dents et chez qui ça a pas marché, qui ont peut-être changé d'entraîneur, qui ont peut-être changé de méthode, qui ont peut-être arrêté la pratique. Donc en fait, pour toutes ces raisons, si moi, en tant qu'entraîneur, je leur applique une méthode qui a pas au moins quelques bases qui me permettent de dire: «Oui, j'ai des chances que ce soit efficace», moi, personnellement, j'ai un peu l'impression de les trahir, ces personnes. D'une part, parce que ça veut dire qu'elles me payent parce qu'elles me font confiance, et moi, je leur, mets en place quelque chose où je suis même pas sûr que ça marche réellement. Le premier risque, c'est ça, c'est que ça marche pas réellement. Bon, au pire, ça veut dire que c'est pas très grave, hein, on est dans un contexte sportif. Moi, je n'entraîne pas des personnes de très haut niveau qui visent les JO, donc j'ai pas des carrières dans les mains, j'ai pas des carrières d'athlètes entre les mains. Donc au pire, ça veut dire que monsieur et madame tout le monde, bah, ça risque de péter. Enfin, ça risque de pas marcher.
Quand tu regardes par contre ce qui est fait, dans le plus haut niveau pour échanger avec certaines personnes qui travaillent avec des athlètes qui visent les JO, j'ai échangé un peu avec eux, bah, eux par contre l'ancrage dans la littérature, il est encore plus présent, peut-être justement à cause de ce risque. Le deuxième risque, c'est le risque de blessure et ça pour moi, c'est hyper important. Ça veut dire qu'en fait, si je mets en place quelque chose où j'ai pas de recul dessus, j'ai pas trop de littérature dessus, il y a quand même un risque de blessure dans la pratique sportive et moi j'ai pas envie que mes athlètes se pètent. Alors, je pense que personne n'a envie que son athlète se pète, mais le risque de blessure, le risque de surentraînement, il est présent et pareil, si j'ai pas trop d'évidence avec ce que je mets en place, bah, moi j'ai l'impression que je prends un peu le risque de proposer quelque chose à mon athlète qui risque de l'amener à se péter et je préfère me dire: «OK, dans la littérature, il y a des choses qui ont été montrées avec des risques de blessure, avec des risques de progrès. Est-ce que» j'essaie de bien formuler ma phrase. Est-ce que la prise de risque que je prends à proposer quelque chose qui a pas été validé justifie, de s'engager dans une enfin, c'est pas plutôt ça. Est-ce que le delta que j'imagine entre ce qui est connu et ce que moi je veux appliquer qui est pas connu, justifie l'augmentation de la prise de risque, par exemple de blessure, par exemple de surentraînement? Et la plupart du temps, quand tu regardes la littérature, il y a quand même des choses qui marchent super bien. Enfin, on connaît des méthodes d'entraînement qui ont été validées, qui ont été démontrées dans la littérature, qui marchent super bien. Et du coup, moi, je me dis: «Ça marche super bien. Ce que je veux mettre en place, c'est censé peut-être marcher mieux». C'est mon idée. J'imagine qu'elle est mieux que ce qui a été démontré. Est-ce que le delta entre ce qui a été démontré et ce que moi je veux mettre en place qui est pas démontré, ça justifie, de m'engager dans ce no man's land, dans cette zone où j'ai aucune preuve? J'ai rien trop qui m'aide à savoir si ça va marcher ou pas. Et donc ça, pour moi, je suis peut-être un peu trop prudent, mais je me dis que j'ai tellement de choses disponibles entre les mains qui fonctionnent, encore une fois parce que je travaille avec des personnes, des athlètes, de niveau moyen, je pense, que je me dis: «J'ai pas forcément besoin d'aller chercher des choses, j'ai pas forcément besoin de cette prise de risque supplémentaire». Voilà. Ça veut pas dire que j'essaie de compléter ma réponse, ça veut pas dire que la preuve de terrain, elle vaut rien. Ça veut pas dire que quand des athlètes, des entraîneurs te disent: Ça marche, ça c'est efficace, ça je le teste depuis des années et je vois des effets» et cetera. Ça veut pas dire que ça, il faut le mettre de côté. Pour moi, pas du tout. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut connecter les 2. Exactement pareil, dans la littérature, tu aurais quelque chose de complètement aberrant qui sort demain, tu peux également le connecter aux évidences de terrain, enfin à ce qui est fait sur le terrain. Mais pour moi, ça veut dire que les 2 mondes doivent être absolument connectés et que tu peux pas remplacer l'un par l'autre. Par exemple, moi, je me vois pas prendre une décision simplement parce qu'un entraîneur le fait ou parce que, on a l'impression que sur le terrain, il se passe quelque chose là-dessus. Par contre, ça va éveiller ma curiosité et je vais me dire: «Attends, OK, pourquoi cette méthode-là marcherait sur le terrain? Qu'est-ce que c'est que cette méthode d'entraînement? Qu'est-ce qu'elle génère? Qu'est-ce qu'elle sollicite comme stress physiologique? OK, est-ce que je peux regarder dans la littérature des choses qui pourraient éventuellement ressembler un peu? Est-ce que je peux trouver des premières preuves qui me laissent entendre qu'effectivement, ce qui est fait là, il y a une justification derrière? Mais pourquoi pour moi, je pense qu'il faut vraiment connecter les 2 et que j'ai du mal à me dire, go avec quelque chose qui a jamais été validé et qui a, aucune évidence dans la littérature qui laisse entendre que ça marche. Et alors, je suis désolé, je fais une réponse extrêmement longue, mais je voulais rajouter quelque chose, en parallèle, heu, compléter ma réponse, le moment où tu peux le faire. Le moment où tu peux te dire, pour moi, le moment où je peux me dire: «OK, cette méthode d'entraînement-là, j'ai envie de le tester sur mon athlète, par contre, j'ai pas de preuves». Tu vois? Je veux tester quelque chose avec mon athlète, par contre, j'ai pas d'évidence dans la littérature. Imagine, j'ai rien du tout qui me laisse entendre que c'est une bonne idée. Mais moi, en tant qu'entraîneur, j'ai de l'expérience, je réfléchis et là, je pense que j'ai une idée qui est pertinente. Et ben, en fait, pour moi, là, la première chose à faire, c'est d'accepter de faire un petit pas dans l'entraînement. C'est-à-dire, si je veux tester une nouvelle méthode d'entraînement, comment dire? La mettre en place la plus proche possible de ce qui a déjà été démontré comme efficace. Donc faire des modifications, c'est-à-dire pas d'un seul coup passer sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on connaît qui fonctionne. Mais j'ai une idée, j'ai de l'autre côté des choses qui ont été identifiées comme plutôt efficaces, comme pas à grand risque de blessure, par exemple, pas à grand risque de surentraînement. Et j'essaye de faire un mélange des 2 en me disant: «OK, j'avance dans l'entraînement avec un petit pas avec l'athlète». Je change pas d'un seul coup tout son programme d'entraînement. Je teste quelque chose sur lui de légèrement différent, qui s'approche de mon idée finale, pourquoi pas. Et au pire, il me faudra peut-être 1 an à modifier son programme doucement, mais au moins j'ai pas d'un seul coup, changé tout
pour une idée qui m'intéresse, qui va être très éloignée de la littérature et du coup pris un risque, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc je sais pas si c'est super clair là ce que je viens de dire, mais du coup moi j'essaie de trouver ce compromis entre les 2 et ouais. Et aussi, comment je peux dire ça? Et aussi d'être un peu perméable aux modes, en fait. C'est aussi ça, ouais, un avantage, je pense, de s'ancrer dans la littérature, c'est qu'en fait, dans l'entraînement, bah, comme partout, hein, il y a des modes. Il y a des modes dans, des pratiques, il y a des choses qui, d'un coup, prennent un peu du bouillon, tu sais? Tu en entends parler partout, tu as plein d'articles de blog qui vont en parler, des entraîneurs qui en parlent, des podcasts qui sont réalisés là-dessus. En fait, ouais, c'est une mode et je pense qu'aussi c'est un avantage de la littérature, ça va être d'être un peu perméable à ces modes-là pour te dire: «Attends, ouais, OK, tout le monde en parle. 2 secondes, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui me laisse entendre qu'effectivement cette mode elle est justifiée ou est-ce que c'est juste parce que tu as un mec qui vient de faire une perf stratosphérique et qui a dit: «Bah, moi je fais ça» et d'un coup tout le monde dit: «Waouh, incroyable, moi aussi il faut que je le fasse». Ça permet un peu de prendre de recul, de se dire, «Attends, la littérature ça compte en fait». Désolé pour cette Ouais, réponse extrêmement longue. non, mais c'est bien, ça tu apporté plusieurs arguments et je te rejoins sur tes arguments. Je suis bien d'accord aussi avec le fait qu'il faut corréler, la science et le terrain et pas, mettre à part les 2. Mais, je rebondis sur un de tes arguments, c'est le fait, que tu aies pas de preuves pour, heu, pour dire que tu vas utiliser cette méthode d'entraînement avec un athlète que tu suis. Mais je sais qu'il y a des méthodes d'entraînement, il peut y avoir des bons et des mauvais répondeurs. Mmh. Du coup, si tu proposes une méthode d'entraînement qui est, on va dire validée scientifiquement, on peut pas être sûr que l'athlète va répondre positivement à cette charge d'entraînement. Alors, je sais que c'est toute la difficulté de l'entraîneur, mais est-ce que tu prends ça aussi en compte dans ta façon d'entraîner? Ouais, bien sûr, je l'ai pas mentionné dans la réponse précédente, mais évidemment, en fait, ça veut dire tout ce que j'ai raconté au début, ça veut dire que par défaut, je commence avec toi demain. Johan, tu me contactes, tu as envie de t'entraîner en trail et Oui, OK, on part ensemble. On va bosser ensemble pour, t'amener vers une compétition. Ça veut dire que par défaut, le premier programme que je vais te proposer, les premières choses que je vais te proposer, ça va, découler de la littérature. Pour moi, c'est un peu ça mon approche. Parce que Johan, je te connais pas. On n'a jamais bossé ensemble. J'essaie de comprendre un peu ton passé sportif, qu'est-ce que tu as fait? OK, je vais adapter, mais c'est pas en une visio de 2 heures, 3 heures que je sais le sportif que tu es et que je sais comment tu vas répondre à mes entraînements. Donc la première chose que je fais, pour revenir sur tout ce que j'ai dit au début, par sécurité, je pars sur quelque chose qui est validé dans la littérature et qui a été montré comme en moyenne fonctionnant. Mais Johan, tu pas la moyenne. D'ailleurs, la moyenne, c'est personne. Tu pas la moyenne. Donc au fil de l'entraînement, je vais forcément regarder comment tu évolues, comment tu progresses, les compétitions que tu fais et on va en faire une première. On va regarder après un programme d'entraînement à quoi ça ressemble. Comment tu as évolué, ton niveau de fatigue, est-ce que tu as des douleurs qui apparaissent particulières, tu sais, chroniques, est-ce que tu te blesses ou pas? Ça ne veut pas dire que ce que je t'ai proposé, ça va parce que la littérature l'a démontré, ça va forcément t'aller. Mais ça veut dire que par défaut, j'ai pris le premier choix que j'ai pris, c'est celui qui minimise le risque. Et par contre, au fur et à mesure que je travaille avec toi, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, là, petit à petit, je vais adapter et je vais commencer à te connaître et ça va m'amener à te proposer des choses peut-être différentes. Parce que tu vas peut-être être pas répondeur du tout. Je vais te mettre le même programme que ce que la littérature a montré et chez toi, ça marche pas. Ça, je vais mettre du temps à le voir. C'est pas quelque chose que je vais voir en 2 jours. C'est pas quelque chose que je vais voir en 2 semaines. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, je vais me rendre compte que ça marche pas. Parce que je vais avoir des données sur toi, parce que je vais en tant qu'entraîneur, moi, c'est ce que je fais, je regarde les séances, enfin, j'imagine que plein de gens font ça, plein d'entraîneurs font ça. Je regarde les séances toutes les semaines de ce qu'ont fait les gars. J'ai des vitesses, sur des allures, sur des séances de fractionnés. Imaginons, j'ai des allures, au tout début du programme et aujourd'hui. J'ai leur index de course. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant moi comme index de course? Qu'est-ce qu'ils ont fait après 6 mois avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait après 1 an avec moi? Et donc, quand tu t'intéresses un petit peu à de la data sur tes athlètes, tu vas pouvoir te rendre compte que quelque chose marche et ne marche pas. Mais en fait, a priori, j'ai aucun moyen de savoir, Johan, si tu es répondeur ou pas répondeur. Par contre, c'est en travaillant avec toi que je vais pouvoir, me faire une idée de ça. Et là, par contre, pour prendre le contre-pied de tout ce que j'ai répondu au préalable, je serais, je pense, un mauvais entraîneur si après, imaginons 1 an et demi, 1 an et demi ensemble, même 1 an, j'ai mis en place quelque chose, je vois que chez toi ça marche pas, je vois que ça te fatigue trop et cetera et je me dis: «Non, non, la littérature a dit qu'il faut faire le programme A, alors je continue».
évidemment, il faut adapter et évidemment, il faut prendre en compte ça. Mais ça veut dire que par défaut, c'était pas mon choix. Par défaut, j'ai fait un choix raisonné avec la littérature et par contre, après, j'individualise. Mais pour individualiser, il faut du temps et je pense que tu entraînes également et c'est pas en 3 semaines avec quelqu'un que d'un coup, tu es capable de dire s'il est répondeur ou pas répondeur. L'entraînement, ça prend du temps. OK, bonne réponse que j'approuve, à 100 et tu bien fait de l'expliquer de cette manière parce que je pense que c'était une petite nuance, à apporter. Ah ouais, tu as raison. J'aimerais passer sur un autre thème, différent de tout ce qui est l'aspect, scientifique, enfin quoique ça va peut-être se rejoindre. C'est, l'évolution du matériel en course à pied. Je sais que récemment, j'ai échangé avec, Blaise Dubois sur les chaussures. C'est d'ailleurs un peu par cet intermédiaire qu'on que Ouais. que je t'ai contacté. J'aimerais déjà avoir ta vision un peu générale sur, l'évolution de la chaussure en course à pied et après on ira un peu plus, dans les détails sur, performance, santé, blessures. Ouais. Alors, la première chose que je veux faire pour, répondre à cette question, c'est préciser que je ne suis pas spécialiste de cette question. C'est-à-dire que je n'ai pas passé ma carrière scientifique à travailler sur, les chaussures et il y a des chercheurs qui ont passé leur carrière à travailler sur les chaussures de course à pied. Je prends un exemple de Guillaume Raoult, par exemple, c'est un chercheur français, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, dans un épisode qu'on avait fait et lui, quand tu regardes sa littérature, quand tu regardes sa carrière, il a passé sa carrière scientifique à faire des études sur des godasses et publier dessus. Donc, déjà, la première chose que je veux dire aux auditeurs, c'est que moi, j'ai pas cette carrière-là et du coup, c'est forcément peut-être à prendre avec des pincettes. Je pense que la meilleure personne pour répondre à ce genre de questions, c'est quelqu'un qui a publié des études sur les chaussures. Mais quand même, j'ai lu pas mal de papiers là-dessus, donc je vais me permettre une ou 2 réponses. La première chose que je peux te dire, c'est je trouve que l'évolution du matériel, elle est dingue. C'est dingue ce qu'on a fait ces dernières années en termes de chaussures et cetera. Elle est énorme cette évolution. Elle est tellement énorme, je trouve que, j'ai du mal moi, quand je fais des publications sur la chaussure, à connecter ce qui a été fait, par exemple en 2014-2016 dans des méta-analyses avec ce qui est fait aujourd'hui. Le gap est si important, il y a tellement eu d'évolution dans les plaques, les mousses, les technologies, notre connaissance en tant que scientifique des chaussures, qu'en fait le drop est énorme. Sans jeu de mots avec le drop de la chaussure, mais le pont est énorme. Quand tu regardes par exemple une méta-analyse, je crois qu'elle est 2014 ou 2015, un truc comme ça, sur l'économie de course avec des chaussures. Il montrait que en gros, si ta paire de chaussures en 42 hommes, elle fait 220 grammes, tu as une économie un coût de déplacement, égal à zéro. À chaque fois que tu vas enfin égal à zéro, c'est-à-dire, normal, OK? Il n'est pas biaisé ce coût du déplacement à 220 grammes en 42. Si tu augmentes au-delà de 220 grammes en 42, ton coût de déplacement augmente, c'est-à-dire que tu es moins économique, ça coûte plus cher, c'est normal, la paire de chaussures augmente en poids. Quand tu diminues en dessous de ces 220 grammes, tu gagnes en économie de course parce que la chaussure s'allège. Ça, c'est ce qu'on savait en 2016 ou 2014. Si l'étude est publiée en 2014, sur des études publiées avant 2014, puisque c'est une méta-analyse, on parle de chaussures qui existaient en 2012, 2010, 2008. Tu regardes une chaussure de course à pied en 2008 et une chaussure de course à pied en 2025, en 2024, ça a rien à voir. Les chaussures ont drastiquement évolué, les mousses ont drastiquement évolué, les plaques sont apparues et en fait, du coup, j'ai énormément de mal aujourd'hui, c'est la seule méta-analyse qui existe sur le sujet à ma connaissance. J'ai énormément de mal à connecter, à dire: «Aujourd'hui, il me faut une chaussure de moins de 220 grammes» parce que les matériaux qui constituent la godasse sont tellement différents aujourd'hui que tu peux penser qu'en fait, c'est même plus valable. Ça se trouve avec les nouvelles mousses, imaginons, tu peux avoir une chaussure à 240 grammes, mais comme c'est des matériaux, c'est 20 grammes que tu as gagné, que tu as pris, ou c'est 10 grammes que tu as pris, peu importe, ils sont de matériaux de nouvelles technologies et les technologies ont tellement évolué que ça se trouve maintenant 230 grammes ou 240 grammes, c'est OK. Donc en fait, tu vois, il y a eu tellement une avancée scientifique et une avancée technologique sur les chaussures, et pas que les chaussures, hein. Il y a eu aussi dans le monde de la course à pied, il y a eu des grosses avancées, je trouve, ces dernières années. Que en fait, déjà, c'est super difficile des fois de connecter des choses qui ont été montrées en 2014, c'est pas si loin 2014, hein, ou 2016, c'est pas si loin, avec ce qu'on connaît aujourd'hui des godasses. Ça, c'est la première chose que je voulais répondre. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des papiers aujourd'hui qui ont été, il y a également des papiers aujourd'hui qui ont réussi, et quand je dis des papiers, en fait, généralement, moi, je m'intéresse pas à des études isolées. Alors, il y a plein de biais aussi à mon approche, hein, je dis pas que c'est la meilleure.
Mais moi, je m'intéresse vraiment beaucoup aux papiers qui agrègent plusieurs papiers. Donc des méta-analyses, des revues de littérature, parce que c'est toujours difficile de conclure sur une étude. Par contre, quand tu as une méta-analyse qui en regroupe 50, bon, bah là, effectivement, à moins que la méta-analyse soit de mauvaise qualité, normalement, tu commences à avoir une bonne preuve. D'ailleurs, quand tu regardes les pyramides de preuves scientifiques, les pyramides d'évidence scientifique avec celles de moins bonne qualité et celles de meilleure qualité, et bah, tu vois qu'au sommet de la pyramide, c'est les méta-analyses et les revues de littérature. Il y a pas mieux. Il y a pas mieux, que ça pour, faire une conclusion. Il y a certains organismes qui ont essayé de dire qu'il y avait mieux que ça et je suis fondamentalement pas d'accord et pour moi, si pour les auditeurs, le mieux, c'est une revue de littérature et une méta-analyse. Donc bref, quand tu regardes un peu des méta-analyses qui ont été faites en 2024, qui se sont intéressées à tous ces nouveaux matériaux, 2023, 2024 et cetera, tu vois qu'il y a quand même des choses dingos qui ont été découvertes aussi en termes de technologie et d'effets, qui font que le matériel de course à pied, il a énormément évolué et contrairement à ce que d'autres personnes peuvent, discuter, moi je trouve que c'est pas forcément dans la mauvaise direction. Et la dernière chose que je vais compléter pour compléter ma réponse, c'est que c'est aussi le fruit, je trouve, je suis peut-être biaisé, hein, dans ce que je vais te dire là, mais c'est peut-être le fruit de l'implication des sciences du sport beaucoup plus prononcée dans les marques. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes ce qui se passe maintenant au niveau des marques et je me retrouve à échanger avec elles aujourd'hui avec Courir Mieux, je me retrouve à échanger avec, des personnes qui sont au développement produit, toutes les semaines, je parle avec une ou 2 personnes, différentes qui sont dans le développement produit. Tu as les sciences du sport, elles ont commencé à prendre une part considérable dans les marques. Tu regardes Salomon, j'étais chez Salomon il y a quelque temps, ils ont un Sport Science Lab avec, 3 personnes qui ont réalisé un doctorat en sciences du sport, des personnes qui ont un master recherche en sciences du sport et ils sont, 4, 5, 6 à bosser spécifiquement, avec des sciences du sport. Ils testent des chaussures, ils testent des sacs, ils font des tests VO2 sur des athlètes, des tests de coûts de déplacement. Je veux dire, c'est fou. ASICS, ils ont pareil, ils ont un laboratoire de sciences du sport, par lequel passe le développement des chaussures. On, c'est pareil, Oka, c'est pareil. Donc en fait, c'est assez récent tout ça et le développement, je trouve, des chaussures et cetera, il s'est pas fait que, à mon sens, il s'est pas fait que sur des arguments marketing. Ça ne veut pas dire que les arguments marketing et le besoin marketing et les modes, elles ont pas leur place dans le développement des produits. Pour moi, c'est sûr qu'elles ont leur place. Quand tu regardes que toutes les chaussures sont passées, depuis un peu la mode Oka, je suis désolé, je cite plein de marques, toutes les chaussures, depuis l'apparition de Oka qui à la base avait pas la cote, toutes les chaussures, énormément de marques, je veux dire, ont commencé à préposer du très maximaliste. Tu te rends compte qu'il y a un effet de mode également. Il y a un effet marketing. Néanmoins, il n'y a pas que dans le développement des chaussures et du matériel, il n'y a pas que un effet marketing et il n'y a pas que des décisions et des messages marketing basés sur du pur marketing. Il y a également, et tu le vois avec plein de marques, des messages qui sont basés sur des réalités scientifiques, des vraies données collectées et des chercheurs en sciences du sport qui sont embauchés et qui passent leur journée à bosser sur ces questions. Et donc pareil, si on balaye d'un coup de revers de la main, tout ça, bah, c'est un peu dénigrer le travail de toutes ces personnes et moi je suis pas convaincu que toutes ces personnes-là bossent, juste dans le but de développer un message marketing. Je pense qu'il y a vraiment des avancées dans le matériel aujourd'hui et qu'il y a vraiment eu des avancées, exceptionnelles. OK, c'est intéressant comme entre guillemets, ça confronte un peu avec les arguments que Blaise avait mis en avant et voilà, ça apporte un peu de nuance dans tout ça. Mmh. C'est vrai il y a, comme tu l'as dit, il y a un aspect marketing, mais il y a sans doute aussi derrière un aspect, développement à travers les labos comme tu l'as mentionné. Maintenant, d'un point de vue, alors je vais te laisser mettre tout en une réponse, peut-être que tu vas Ouais, ouais. confronter un peu les arguments, mais d'un point de vue performance, ce que la chaussure propose, et d'un point de vue santé au niveau des articulations, au niveau des préventions de blessures, entre guillemets, quel est ton avis sur ces aspects-là et ce que proposent les chaussures, les nouvelles technologies des chaussures à ce sujet? Ouais. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a quasiment, du coup, je vais connecter un petit peu à l'épisode que j'avais réalisé avec Guillaume Raoult que j'ai mentionné, plus tôt, qui justement a passé sa carrière scientifique et passe encore son temps scientifique à bosser là-dessus. À ce jour, il y a quasiment aucune preuve
que quoi que ce soit dans la chaussure et quoi que ce soit dans la foulée génère des blessures. Et ça, c'est hyper intéressant. Si je reviens par exemple sur la foulée elle-même, tu as une énorme revue de littérature de 2023. J'ai oublié le nom de l'auteur, si tu veux, je peux le chercher, juste après pour, le retrouver. Mais tu as une énorme revue de littérature qui a été faite, qui s'est intéressée à tout ce qu'on sait sur la façon de courir et l'apparition des blessures. Et il résume tout: la longueur des foulées, la fréquence de foulée, l'attaque au pied. Est-ce que tu attaques talon, tu attaques avant-pied, tu attaques milieu-pied? Est-ce que tu as le genou ouvert? Est-ce que tu as le bassin fermé? Ils ont vraiment tout résumé. Le papier fait 50 pages. C'est une énorme revue de littérature. Et aujourd'hui, leur conclusion, c'est, il y a rien. Rien dans la mécanique, dans la biomécanique de course, rien ne change le risque de blessure. Il y avait des espèces de mini preuves. La seule chose qu'ils avaient trouvée au niveau cinématique, c'était, je crois, une ouverture de la hanche une fermeture en adduction plus prononcée, donc c'est-à-dire le pied un petit peu plus posé sous le centre de gravité quand tu poses le pied. Et il disait par contre attention parce que c'est 3 papiers qui montrent ça, 3 papiers de la même équipe et les autres équipes de recherche qui ont investigué cette question, ils retrouvent pas cet effet. Et en fait, il y a faut garder en tête, je pense, que en fait, c'est pas spécialement ta chaussure qui va te blesser. Apparemment, en fait, d'après la littérature, c'est pas ta chaussure qui va te blesser, c'est pas ta foulée qui va te blesser, c'est la chose qui ressort le plus, c'est en fait la quantité d'entraînement la quantité de stress mécanique que tu demandes à ton corps à un moment donné. C'est-à-dire, est-ce que, quelle que soit ta chaussure, quelle que soit ta façon de courir, est-ce que tu lui demandes à ton système de courir 10 kilomètres par semaine alors que tu en courais 0 avant? Ou est-ce que tu lui demandes de courir 40 kilomètres alors que tu en courais 0 avant? Et un des gros prédicteurs de la blessure, c'est pas spécialement ta godasse, c'est pas spécialement comment tu cours, c'est en fait le volume que tu vas demander à ton système et à quel point tu es précautionneux dans l'augmentation de ce volume d'entraînement ou pas. Je résume un peu, hein, parce qu'il y a énormément de littérature sur le sujet, donc je vais un peu vite à l'essentiel. Mais moi, je ne suis pas très fan de l'idée de dire que ton matériel est à l'origine de tes blessures. Le matériel peut, effectivement, augmenter les risques de blessures ou les diminuer. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a des alors je vais prendre les 2 exemples. Imagine, tu prends des chaussures qui sont plutôt minimalistes, qui t'amènent ou qui ont un petit drop, c'est-à-dire qu'ils vont te pousser vers une attaque avant-pied. Et alors là, tout ce que je te dis, c'est ce qui vient de la revue de littérature, dont j'ai parlé juste avant. Tu prends une chaussure qui a un petit drop ou qui est plutôt minimaliste, c'est-à-dire qui va faire tendre la foulée de l'individu parce que la foulée change dès que tu utilises un matériel, la foulée change. Que tu utilises un matériel minimaliste, normal ou maximaliste, on va dire sur le continuum un petit peu, qui va de minimaliste à maximaliste, n'importe quel matériel que tu vas utiliser change. La foulée change en permanence avec le matériel, avec le terrain, avec la fatigue, avec la vitesse. La foulée, c'est pas du tout quelque chose de stable. C'est quelque chose qui fait que changer en fonction de 50 paramètres. Tu prends une chaussure qui est un peu minimaliste, donc qui a un drop zéro, qui a pas beaucoup d'amorti. Elle va pousser l'individu vers une attaque avant-pied, c'est-à-dire vers une certaine foulée. Si tu es quelqu'un, imaginons avec, un tendon d'Achille un petit peu fragile, pour X ou Y raison, ça peut être n'importe quoi. Tu as peut-être eu, 10 tendinites dans ta vie de tendon d'Achille à cause de ce que tu faisais comme pratique plus jeune. Tu as peut-être eu, 5 entorses de la cheville au pied. Et ben, en fait, tu vas demander à ton système, à un endroit, à un point faible qu'il a, parce qu'on n'est pas tous forts partout. Tu vas lui demander à un point faible qu'il a, une foulée qui sollicite beaucoup ce point faible. Et ben là, il y a des chances que ça pète et il y a des chances que tu augmentes ton risque de blessure. À l'inverse, tu mets cette personne-là qui a, par exemple, des chevilles un peu fragiles ou des tendons d'Achille un peu fragiles, avec une chaussure qui sollicite, qui fait plutôt tendre vers une foulée milieu-pied ou arrière-pied. Et ben là, tu vas soulager les structures qui sont fragiles chez l'individu au profit de structures qui sont peut-être plus résistantes. Par exemple, la personne a des bons genoux, elle est assez forte, et donc bah, là, tu vas prévenir les blessures. Tu fais l'inverse. Tu prends quelqu'un qui a une tendance à avoir des problèmes de genoux pour X ou Y raison. Il y en a 50 des raisons possibles et tu forces cette personne à courir talon, par exemple, à attaquer talon ou arrière-pied. Et ben là, forcément, tu vas induire une sursollicitation d'une zone qui est un point faible chez l'individu. Et là, tu vas observer une augmentation des risques de blessure. Donc en fait, pour moi, c'est pas la chaussure en elle-même qui, augmente ou diminue le risque de blessure, c'est l'interaction entre l'individu et la chaussure. Et pour moi, il faut pas balayer d'un revers de la main, un certain type de chaussure
au profit d'un autre parce que certaines chaussures vont correspondre à certaines personnes, d'autres ne vont pas correspondre à certaines personnes. Du coup, moi, mon approche de la chaussure et du matériel, c'est pas que, par exemple, le minimalisme, c'est le Graal, qu'il y a une espèce de foulée naturelle. J'aime pas du tout ce terme de foulée naturelle. Parce qu'en fait, la foulée naturelle, c'est quoi? C'est quand tu cours, pieds nus, mais en fait, tu cours jamais pieds nus, tu marches jamais pieds nus, alors qu'il faudrait, hein, je suis d'accord, avec le fait qu'il faudrait marcher pieds nus, et cetera. La foulée naturelle, pour moi, en fait, je suis pas très fan de cette idée et d'ailleurs, les études ont arrêté de le faire. Je fais une petite parenthèse, mais les études ont arrêté de demander aux gens de courir pieds nus, puis de comparer avec des chaussures. Maintenant, les études, ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent aux gens de venir avec leurs chaussures d'habitude et elles comparent avec d'autres chaussures. Parce qu'elles partent du principe que les chaussures que tu utilises tout le temps, c'est celles qui te conviennent et que tu cours entre guillemets naturellement avec ta paire de chaussures habituelle. Mais bref. Du coup, pour moi, je suis pas du tout de l'avis que tu as une paire de chaussures protectrice, une paire de chaussures qui va favoriser les blessures. euh, Parce que pour moi, c'est une interaction homme-matériel. Et il faut la considérer, cette interaction. Il y a des chaussures qui vont t'aller, il y en a d'autres qui vont pas t'aller et pour moi, il y a pas de Graal dans la chaussure. C'est-à-dire que la chaussure minimaliste n'est pas un Graal et il y a plein de gens à qui ça correspondra pas. Par contre, il y a des gens à qui ça correspondra et super, ces gens vont bénéficier de tout ce que la chaussure minimaliste, ou un peu légère peut proposer. Il y a des personnes qui sont pas faites pour des chaussures maximalistes, et qui vont augmenter les risques de blessures et chez qui ça va mal se passer. Mais il faut regarder les individualités et faire confiance aux utilisateurs, je pense, par défaut. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit: «Je suis pas bien avec une chaussure minimaliste et je me sens mieux dans une chaussure avec plus d'amorti et je me blesse pas, j'ai pas de douleur et mes performances vont bien», je vois pas de raison de la pousser vers quelque chose d'autre et l'inverse est vrai également. Si quelqu'un te dit: «Je suis pas bien avec ma chaussure minimaliste, j'arrive pas à m'y faire», il faut prendre en compte que, OK, ça se passe comme ça et il faut aller vers un autre type de matériel. Donc en fait, en moyenne, juste pour, résumer ma réponse, en moyenne, tu prends la population générale, pour moi, il n'y a pas de chaussure meilleure qu'une autre. Il faut prendre en compte les individualités, faut trouver une chaussure qui correspond à ton individualité et à partir de là, il faut faire confiance à ce que tu ressens. Mais de manière générale, il n'y a pas de chaussure meilleure qu'une autre. Ça reste très complexe, je trouve, parce que du coup, il y a plein de, comme tu l'as dit, c'est très nuancé. Il y a plein de choses à mettre en interaction entre elles. Et c'est vrai que, enfin, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Quelqu'un qui va analyser vraiment, on va dire, pour faire simple, nos points forts et nos points faibles pour avoir une paire de chaussures adaptées. Et en général, quand tu vas dans un magasin pour choisir une chaussure, c'est, à mon sens, c'est rare de voir un expert qui va analyser tout ça. En général, c'est juste si on se sent bien dans la chaussure. Ouais, Donc après, c'est un élément à prendre en compte, mais du coup, ça reste compliqué de choisir la bonne paire qui nous corresponde. ouais. Tu sais que le premier prédicteur d'achat d'une paire de chaussures, c'est le confort en magasin, le confort à l'essayage. C'est-à-dire que tu es pas en train de courir, tu es pas fatigué, tu es pas, en trail par exemple, tu mets la chaussure, tu dis: «Ah, je suis bien dedans, je l'achète». Et donc ça me fait un peu sourire, alors si je peux te donner un conseil, on va dire, si je peux me permettre un conseil qui, cette fois, n'est pas connecté à la littérature, mais qui découle de ce que j'ai raconté au préalable. La première chose, c'est que les gens se connaissent un peu. C'est-à-dire que si toi et moi, si toi tu as déjà couru un petit peu, bah, tu commences à savoir un petit peu, là où tu peux avoir mal, quand tu cours, là où tu te sens plus ou moins fort, là où tu te sens plus ou moins, confortable. Donc ça, c'est une première chose. Les gens se connaissent et je pense qu'on peut se faire confiance. C'est-à-dire que, par exemple, si on se sent bien dans une chaussure, il y a des chances que ce soit parce qu'en fait, on est vraiment bien avec cette chaussure. Si on se sent pas bien dans une chaussure, si on a l'impression qu'on a des douleurs à certains endroits et etc., faut faire confiance à notre corps, hein. Notre corps, il nous envoie plein de signaux, notre cerveau, il génère des pensées, faut faire confiance à ça, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que si on a des sensations avec une chaussure, pour moi, à moins qu'on veuille faire un long travail de transition vers une paire en mettant une pièce sur, ça va marcher. Parce que on peut faire le pari, par exemple, si je prends le minimalisme. On peut faire le pari qu'une transition vers le minimalisme va marcher. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Tu peux te dire: «OK, je fais une phase de transition qui va durer 1 an et dans 1 an, je serai adapté au minimalisme». OK, dans 1 an, tu le seras peut-être pas par contre. Et quand tu regardes les études, pour revenir sur ce que tu disais au préalable, les répondeurs et les non-répondeurs, ça existe également dans le cadre du minimalisme. Tu as des personnes qui y répondent et qui arrivent à transitionner vers ça au bout d'1 an, par exemple, ou 2 avec plusieurs paires. Tu as des personnes qui répondront pas, donc qui ont peut-être perdu 1 an d'entraînement. Ça, c'est un choix individuel. Moi, je le juge pas. Il faut juste l'avoir en tête. Heu, donc première chose, on peut se faire confiance. Si on est bien dans des chaussures, il y a des chances que ce soit parce qu'en fait, cette chaussure nous correspond. Si on a des douleurs, peut-être que ou des douleurs gênantes, tu vois? Des choses qui sont un peu vraiment, gênantes. Je te prends mon exemple, hein, je me permets un exemple personnel.
avec un certain type de chaussure, qui est mon type de chaussure par défaut préféré, c'est ce que je préfère utiliser, j'ai une cheville qui répond très mal. C'est-à-dire que si je fais 20 bornes avec, 30 bornes avec, ça va. Si je dépasse, je vais avoir de vives douleurs qui changent ma foulée, qui font que je peux avoir des difficultés à terminer une course, et cetera. Là, je pense qu'il y a de vraies questions à se poser et se dire: «Attends, est-ce que ce que j'ai au pied me correspond à mes points forts et mes points faibles? Ou alors est-ce que je veux pas changer?» Alors OK, une paire de chaussures, ça coûte 150 balles, voire 200 balles. C'est un peu cher. Tous les prix ont augmenté. Est-ce que ça vaut pas le coup, pourquoi pas sur Vinted, hein, ou un site d'occasion, peu importe lequel, de chercher une paire de chaussures différentes, vraiment différentes et de tester autre chose? Peut-être que moi je me dis: «Ça vaut le coup d'essayer», voir si est-ce que ça peut venir de la chaussure? Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Au moins se dire, il y a pas de bonnes ou de mauvaises chaussures, il y a juste des chaussures qui peuvent me correspondre et d'autres qui peuvent ne pas me correspondre et accepter que peut-être j'ai pas au pied une chaussure qui me correspond et moi, il m'a fallu peut-être 4 ans avant de trouver le type de chaussure qui me correspond et maintenant que je l'ai identifié, bah, bizarrement, tout va bien et je peux terminer mes courses même si elles font plus que 40 bornes, quoi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est si quelqu'un nous écoute là et a jamais couru, c'est-à-dire quelqu'un qui a aucun moyen d'avoir des retours sur ses propres forces et faiblesses. Ne pas partir avec un extrême, quel qu'il soit. C'est-à-dire ne pas partir avec une chaussure qui a, je sais pas combien de millimètres, imagine, je sais pas, 35 millimètres de stack et un drop énorme, un poids, des structures, stabilisantes et cetera et ne pas partir à l'inverse. Ne pas partir avec une chaussure hyper minimaliste, hyper tordable dans tous les sens et cetera. Partir avec une chaussure et c'est presque le plus dur à trouver aujourd'hui, partir avec une chaussure neutre. Une chaussure moyenne, quelque chose d'à peu près normal, qui a pas énormément d'amorti, mais qui en a quand même un peu. Qui a pas énormément de technologie qui t'aide et cetera, voire pas, mais qui en a peut-être un petit peu, qui t'aide à, par exemple, à maintenir un petit peu ton talon, parce que ça, on sait que c'est sollicitant. Donc trouver une chaussure qui est à peu près moyenne surtout, tu vois, qui correspond à une chaussure normale et commencer avec celle-là et à partir de cette chaussure normale, voir, pas la marque normale, une chaussure normale, normale, à partir de cette chaussure lambda et après plusieurs kilomètres, se dire, et des situations différentes. Des situations où tu as fait de la vitesse avec ta chaussure, tu as fait du long, tu as fait de la fatigue, tu as fait des terrains techniques. Pas je parle pour le trail, mais pour le marathon ou pour la route, ce serait un peu pareil. Tu peux diversifier des situations. Qu'est-ce que je ressens avec ma chaussure? Est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que j'ai besoin de changer? Si oui, qu'est-ce que j'ai comme douleur? Est-ce que les douleurs sont plutôt au niveau du pied, du tendon d'Achille, de la cheville? Ah bah, dans ce cas-là, c'est peut-être que la chaussure est trop sollicitante pour mon pied et dans ce cas-là, je vais en chercher une un peu moins sollicitante pour mon pied, mais plus sollicitante pour les genoux. Donc là, tu vas pencher un peu plus du, genou et bassin. Tu vas pencher un peu plus du côté minimaliste et tu vas voir si ça te convient, maximaliste et tu vas voir si ça te convient. Ah, j'ai des douleurs qui sont plutôt localisées au niveau du genou, du bassin parce que peut-être ça me fait attaquer d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe si je mets une chaussure un peu plus légère? Tu vois, se donner un peu d'air, et voir un petit peu en jouant comme ça sur des petits paramètres doucement et en partant de quelque chose de normal. Pas en partant d'un extrême, parce que je pense que ça va être compliqué en partant d'un extrême de revenir vers un ou un autre et c'est l'erreur que j'ai faite. Moi, à l'époque, je suis parti de plutôt, light, minimaliste, léger, parce que je trouve que les sensations sont agréables et malgré le fait que les sensations soient agréables à mon pied, c'est pas une chaussure qui me correspond. Mais j'ai mis un peu trop de temps, je pense, à m'en rendre compte parce que j'étais parti d'un espèce de défaut. Light, alors qu'en fait, j'aurais pu partir de par défaut une chaussure normale et ça aurait peut-être été plus malin comme approche. OK, c'est très intéressant, mais ça reste aussi assez complexe à la fois, mais je pense que tu as bien expliqué, la situation. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur les chaussures ou tu penses que tu as fait le tour? Heu, je vais juste dire un petit truc en plus, super rapide, c'est, pour quelle utilisation? C'est-à-dire que, par exemple, tu veux une chaussure, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Je te prends un exemple, heu, alors je suis pas du tout contre les plaques ni les mousses. Il faut savoir que moi, je suis absolument pas contre. Au contraire, dans certaines situations, c'est super cool et tu as des méta-analyses qui ont montré que, quand augmentait la rigidité de la chaussure en transversale, et ben, l'économie de course s'améliorait et typiquement, qu'est-ce qui augmente la rigidité? C'est les plaques carbone. Mais par contre, la question, tu vois, pour prendre un peu le contre-pied de ce que j'ai pu raconter et encore, je pense que ça complète juste. Pour prendre le ne pas partir de l'idée que par défaut, parce qu'une méta-analyse a montré que ça améliorait l'économie de course, ça va te convenir et tu vas avoir un effet sur toi. Je te reprends mon exemple, je me permets encore une fois un exemple personnel, mais il y a plein de gens qui sont comme ça.
Tu prépares, l'échappée belle. C'est une course de trail, qui est une boucherie en termes de dénivelé, de distance. Et de terrain. C'est hyper technique, c'est hyper accidenté, c'est hyper rocailleux, tu marches de pierrier en pierrier et cetera. Tu as beau avoir d'un côté une méta-analyse qui va te dire qu'effectivement, quand tu mets une plaque carbone, la chaussure est plus dynamique et tu gagnes en coût de déplacement. Quand tu regardes un petit peu plus en détail ta course et les conditions où ça a été montré, bah, ça colle pas. Parce que là, tu parles de personnes qui ont gagné en coût de déplacement en courant. Sur la course que je vais faire, je vais pas courir. Je vais quasiment faire que marcher, je vais trottiner en descente, mais c'est tellement accidenté. Tu peux te poser la question: «Est-ce que la chaussure correspond vraiment à mes besoins?» Parallèlement, tu prépares une course comme, je sais pas, un Templier ou, allez, j'allais dire un UTMB, mais, je sais même pas si on peut dire l'UTMB. Imaginons un Templier. Tu as de longues portions où tu vas vraiment courir et où tu vas pouvoir utiliser les caractéristiques de ta chaussure. Par exemple, la plaque carbone ou par exemple les mousses qui sont super dynamiques. Donc en fait, au-delà du fait que tu as des chaussures qui peuvent t'intéresser ou toi, je pense qu'il faut vraiment, et je reviens sur l'interaction, ce que j'ai dit au début, l'interaction homme-matériel. Il faut vraiment prendre en compte que c'est une interaction homme-matériel et aller vers un matériel qui correspond à ce dont tu as besoin. Donc pas simplement te dire, par exemple, c'est une chaussure, je sais pas, avec une plaque qui fait gagner en vitesse, ça va me correspondre, qui fait gagner en économie de déplacement, va me correspondre. Pas partir d'une chaussure, d'une idée, par exemple, là, c'est hyper amortissant, ça va me correspondre. Vraiment te dire que la chaussure, c'est quelque chose, c'est un outil qui te permet d'atteindre un but. C'est un accompagnement avec lequel tu vas interagir et il faut que cet accompagnement corresponde à ce que tu prépares. Donc, accepter par exemple qu'il va peut-être falloir changer de chaussures pour une compétition différente de ce que tu prépares et avoir peut-être deux trois paires en fonction de ce que tu vas réaliser. Vraiment prendre en compte que tu es dans une interaction entre toi et le matériel et l'environnement et qu'il faut que tu trouves le meilleur compromis entre ce qui te va à toi, la chaussure elle-même et le terrain sur lequel tu vas évoluer avec ta chaussure. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, pour moi, beaucoup plus important que les histoires de minimaliste, maximaliste, drop, et cetera. Ouais, tu fais bien de mentionner cet aspect-là, tester et prendre en compte, ce que nous on a besoin, ce qu'on en fait, notre fréquence, si on court une fois par semaine ou si on court tous les jours, Ouais. c'est pas du tout la même chose donc Ou si tu fais juste des footings. tu viens de le dire. Imagine, Oui. tu fais que des footings, quel est l'intérêt d'avoir une chaussure de 210 grammes, avec plaque et rigidité, transversale si tu fais juste des petits footings, parce que tu aimes courir? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? C'est une vraie question. Après, tu peux te faire plaisir, hein, moi j'ai aucun souci avec ça, avec l'idée que tu as envie d'avoir une chaussure super dynamique et super avec plein de technologies, pour tes footings. Moi je suis très à l'aise avec l'idée, ça me dérange pas. Mais par contre, si les gens veulent se demander: «Est-ce que j'en ai besoin ou pas?» Ouais, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de ces technologies et de cette technicité dans ma chaussure ou globalement je fais un footing, est-ce que n'importe quelle chaussure ira pas pour ce que je vais faire? Ouais, tout à fait. J'aimerais passer sur un dernier thème un peu plus rapide avec toi Ouais, que je voulais aborder. C'est tout l'aspect psychologique et mental pendant les sports d'endurance. Et je parle pas, quand je parle sport d'endurance, c'est pas juste un 10 kilomètres, mais vraiment plusieurs heures de trail ou de ouais. course à pied. Comment toi tu vois cet aspect psychologique, cet aspect mental de manière, on va dire, assez générale, et on ira peut-être un peu plus dans les détails par la suite. Ouais et ben, faut savoir que je suis hyper frustré, sur cette thématique-là parce que, on a extrêmement peu de littérature. On a vraiment très, très, très peu de choses qui nous permettent déjà de savoir ce qui est impliqué vraiment dans, la psychologie. Heu, il y a vraiment pas très longtemps, j'ai fait un épisode, sur, l'abandon et les aspects mentaux de l'abandon en ultra trail et quand j'ai fait ma revue de littérature, il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Tu dois avoir, 5 papiers, donc déjà, je trouve que c'est 5 papiers sur deux trois construits mentaux, deux trois construits psychologiques, alors qu'en fait, on sait qu'il y en a plein que moi je trouve hyper intéressants et qui sont pas étudiés. Donc la première chose qui est à garder en tête, c'est que pour l'instant, c'est, en tout cas au niveau de la littérature, quand tu regardes par exemple, je sais pas, comment améliorer VO2 max, là tu as pléthore d'articles et là tu peux te noyer dans la littérature tellement il y a de papier là-dessus. Tu regardes comme, les aspects mentaux qui sont impliqués dans l'ultra-endurance, pour l'instant, c'est une boîte de Pandore et il y a rien on l'a pas encore ouverte, quoi. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qu'il y a à garder en tête. La deuxième chose, c'est que, pour moi, quand tu passes dans l'ultra-endurance et ça veut pas dire que les épreuves courtes d'endurance sont pas mentalement sollicitantes, elles le sont énormément. Mmh. Tu regardes, je sais pas, maintenir, quasiment 20 km/h sur 40 bornes de marathon, je veux dire, ça demande, des capacités mentales
monstrueuse, il y a aucun doute là-dessus. Mais quand tu passes sur de l'ultra endurance, je pense que tu vas chercher vraiment les limites de tes capacités mentales et tu vas chercher des zones qu'on connaît pas dans l'endurance, classique. Et donc en fait, je pense que là, dans le très long, la part mentale prend le pas parce que tu vas avoir tellement de choses qui vont te pousser vers l'arrêt ou vers ralentir, que pour maintenir ton niveau de performance, les aspects mentaux sont, extrêmement mis en jeu. Juste aujourd'hui, on ne sait pas à quel point ils sont mis en jeu. Donc ça, c'est aussi un autre bout de réponse que je voudrais donner. Hem, alors, tu entends beaucoup parler de plein de choses sur, là, en ce moment, par exemple, pourquoi tu cours? Les motivations, est-ce que tu cours pour les bonnes motivations ou pas? Qui sont censées favoriser, la performance. Si tu cours parce que tu aimes ça, intrinsèquement et que tu aimes ce genre d'effort, forcément, tu vas pas avoir les mêmes niveaux de performance que si tu cours pour, la médaille à la machine à café le lundi matin. Ça, on est d'accord avec ça. Mais en fait, quand tu as soulevé ce point-là de motivation, tu as traité, un tout petit bout, qui dépasse, un bout d'iceberg qui dépasse et dessous, ce qui est immergé, auquel on n'a pas accès, c'est gigantesque. Hem, Qu'est-ce que je peux raconter de plus là-dessus? Dans des projets scientifiques, dans lesquels j'ai été impliqué et je suis encore impliqué, on a mis en place là actuellement des mesures psychologiques, plus poussées, sur des mécanismes psychologiques et surtout cognitifs, plus novateurs, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a encore jamais investigués. À ce jour, on n'a aucune réponse, parce que c'est vraiment des collectes de données qui sont en cours, qui prennent du temps. Il faut attendre que l'événement ait lieu. Là, par exemple, on travaille sur l'UT4M, Ultra Trail des 4 Massifs. Ça a lieu une fois par an. On met en place des mesures sur des bases de vie, c'est-à-dire, plusieurs mesures pendant la course. Il faut trouver des personnes qui sont OK de passer 10 minutes, ou 5 minutes de mesure pendant la course. On l'a fait l'an dernier, ça a échoué. On a mal calibré certaines choses, on a mal fait les mesures, donc on est obligé de recommencer et moi, je préfère ça. Je préfère, l'idée de se dire: «On recommence parce qu'on a mal mesuré et c'est pas assez fiable», plutôt que de dire: «Bon, tant pis, on l'a fait, maintenant on se débrouille avec». Donc on est en train de creuser ça et je pense qu'on n'est pas les seuls. Tu regardes aussi ce qui a été fait à Caen, l'Ultra Trail pour la science, qui a été leadé par, Bruno, je crois que c'est Bruno Magieux. Je crois que c'est ça son nom, je suis désolé pour lui s'il m'écoute et que j'ai écorché son nom. Mais, du coup, c'est un chercheur à l'université de Caen qui a organisé un ultra trail pour la science de 140 bornes avec, c'était des tours et ils ont fait plein de mesures et les papiers commencent à peine à sortir. Ils prévoient une édition numéro 2 sur 48 heures avec des mesures psychologiques plus poussées. Donc en fait, là, je pense qu'on est vraiment aux frontières de ce qu'on sait. On a très peu d'informations, mais on commence à s'y intéresser quand on voit la part du mental, l'importance du mental et l'importance que les athlètes accordent de plus en plus au mental dans ce type d'épreuve, dans ce type de course. Hem, Tu vois, je te prends des exemples à la con, mais en ultra trail, tu vois tellement d'exemples de moments où le mental est venu reprendre le dessus sur tout. Tu prends, je sais pas, Ludo Pomeray l'an dernier à l'UTMB qui s'accroche, de personne en personne jusqu'à remonter de la, 50e, enfin de la 30e place à la 5e et qui termine 5e. Tu prends Mathieu Blanchard, qui était en déperdition sur l'UTMB l'an dernier et qui, au moment où Ludo Pomeray le rattrape, s'accroche pour de vrai à sa 4e place. Il s'est fait doubler par plusieurs personnes, Mathieu. Il décide de ne pas lâcher et de s'accrocher à Ludo et au final, il termine 4e et pas 5e. Tu prends Kylian Jornet il y a 2 ans, il va se faire dépasser le matin par Mathieu, il décide que non, il allait abandonner. Il avait dit, «J'avais pris la décision qu'au prochain ravito, j'abandonnais». Il prend la décision que non, non, Mathieu Blanchard le dépassera pas, il s'y accroche et au final, il termine en 1er en cassant le record de la course. Je veux dire, tu as tellement d'exemples, allez, je t'en prends un dernier. L'an dernier, comment il s'appelle? Germain Granger. Il était 2e de l'UTMB. Il fait l'effort avant, Champelac de remonter sur, Jim Walmsley, qui avait passé une nuit un peu plus compliquée, que Germain. Il lui remonte dessus. Première chose qui se passe, Germain sort du ravito avant Jim. Jim, il le dit dans son film qui vient de sortir là, il se dit: «Non, non, je voulais pas que Germain il me dépose ici». Il dit, «Là, j'ai décidé que j'avais mon coup à jouer». Il part, il commence à tenter une accélération. Au final, il termine premier de l'UTMB parce que ça l'a reboosté d'avoir ce moment d'adversité, mentale. Deuxième chose, tu as Germain qui dit: «Ouh là, ma première volonté psychologiquement, c'était de m'accrocher à Jim», là où il a mis l'accélération et après il s'est dit: «Attends, non, non, faut pas que j'écoute mon mental, faut que je fasse gaffe à ce que je fais, faut que je lisse mon effort».
parce que sinon je vais exploser. Et au final, il termine troisième et il se fait pas rattraper. Alors, OK, il termine troisième, mais il se fait pas rattraper par les mecs derrière qui sont en train de pousser pour lui revenir dessus. Et tout ce que je te mentionne là, c'est des aspects mentaux que les athlètes rapportent, que dans des interviews, dans des films qui sont réalisés sur des performances, tu les entends. Les athlètes en parlent et pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe derrière avec des vrais mécanismes mentaux identifiés, avec des vraies datas. Et pourtant, on a l'impression que c'est déterminant dans la performance en ultra. Et là, à ce jour, malheureusement, je ne peux pas te raconter beaucoup plus de choses que ça, parce qu'en fait, on sait quasiment rien. Et j'allais justement te demander si tu n'avais pas des expériences ou des anecdotes de terrain qui pouvaient mettre en avant certaines choses sur les aspects mentaux, mais du coup, tu viens de le faire. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, on n'a pas beaucoup de ressources avec les articles scientifiques. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, hein. Tout ce qui touche au psychologique, très, très complexe. Mais c'est très intéressant. Peut-être que ce serait intéressant que j'échange avec un ultra trailer pour savoir un peu ce qui ressent, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques. C'est toujours Ah oui, bien hyper sûr. enrichissant de savoir comment eux, ils gèrent leurs efforts. Et ce que tu as mentionné là, c'est incroyable. Le pouvoir mental, moi, je trouve ça impressionnant. Ah ouais, bah, en tout cas, j'en ai parlé avec pas mal de personnes, puisque des interviews que je fais et de ce que je fais avec Koramio, je me retrouve à échanger avec des athlètes que j'entraîne, je me retrouve à échanger avec eux et tu retrouves quand même des patterns similaires. Tu retrouves des patterns similaires. Déjà, une des choses qui ressort souvent, c'est la capacité à faire abstraction du moment présent, abstraction des difficultés et se focaliser sur des choses positives. Même quand tu as des grosses douleurs et cetera, la capacité à dire: «Attends, je me focalise sur le fait que j'arrive à manger. Je me focalise sur le fait que j'arrive à rejoindre l'arbre qui est juste là-bas. Une fois que tu es à l'arbre, je me focalise sur le caillou et j'y vais». Donc déjà, tu as cette espèce de découpage, tu as l'impression que les athlètes, ils arrivent à découper 160 kilomètres en des portions de 30 mètres et tu te dis: «Mais tu te rends compte le nombre de portions que ça fait?» Et ils arrivent à le faire. Donc ça fait quand même partie des choses qui ressortent dans le discours des athlètes et qui commencent à être investiguées. Tu as des travaux qui se sont intéressés à la stabilité émotionnelle pendant la course. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui montrent qu'au plus tu es stable, au plus tu as de chances de finir. Donc ça déjà, c'est cool. Tu as également des personnes qui discutent de leur capacité à lisser l'effort. Exactement le terme que Germain a utilisé à l'arrivée de l'UTMB dans son interview. Il dit: «J'ai vraiment cherché à lisser, à faire en sorte qu'il y ait peu de variations pour que je sois le plus constant possible et ne pas t'accrocher à quelqu'un par principe». Tu vois, de vraiment de dire: «J'essaye de lisser, je veux pas de moments hauts ni de moments bas». Alors il y a des personnes à qui ça ira beaucoup, les moments hauts et bas, mais il y a quand même vraiment beaucoup d'athlètes qui rapportent cette envie de lisser les choses et de travailler mentalement à faire en sorte qu'il y ait peu de fluctuations parce que ça leur convient. Et en fait, l'adversité, elle peut te sortir de cette tentative de lissage. Moi, en tant que trailer, je suis aux frontières de l'ultra. Je fais que des 90 pour l'instant, donc 90-100 pour l'instant. Donc c'est la frontière avec ce que certaines personnes considèrent comme le vrai ultra trail. Dans des définitions, c'est déjà de l'ultra, peu importe. Hem, une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, j'aime courir seul sur mes ultras et je fais souvent en sorte d'être tout seul sur mes courses. Même si quelqu'un me rattrape, je vais faire soit je vais ralentir en me disant: Je veux pas être avec quelqu'un, je veux être tout seul», soit je vais fournir un effort pour m'en détacher et être tout seul devant, parce que je veux pas que ma performance et ce que je vis soit influencé par l'adversité. Et quand tu vois que des personnes sont en train de jouer le podium de l'UTMB, comme c'est le cas de Germain Grangier, et il est capable de se dire: «Non, non, Jim, il me met une attaque là, mais j'y pars pas. J'essaie quand même de lisser mon effort», alors que la première réaction, ce serait de dire: «Non, non, je m'accroche à toi. Tu me décrocheras pas ici, je m'accroche et je veux pas te perdre de vue, c'est la deuxième place. J'ai pas envie de la perdre, ma deuxième place». Ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant, être capable de se dire: «Non, non, je lutte pas maintenant, je lutte plutôt pour lisser mon effort, plutôt que pour m'accrocher au mec qui me dépasse». Bah, là, tu vois, ça, il y a quelque chose de fou, je pense, à chercher là-dedans et on n'en sait rien. Donc quand tu parles avec les trailers et les ultra trailers, tu as quand même des choses qui reviennent dans leur discours de manière générale qui sont cohérentes. Je pense juste que les travaux sont pas encore venus les confirmer, mais tu as des choses passionnantes qui ressortent de leur discours. Ouais, moi, j'ai hâte qu'il y ait des articles scientifiques qui arrivent à prouver certaines choses. Je pense que ça arrivera, hein, je pense, d'ici quelques années, mais ouais, moi, c'est un sujet qui me passionne. Ouais, ouais et puis, Est-ce que de tu toute façon, on peut toujours continuer à faire confiance au discours des athlètes, tu vois? Parce que, par exemple, quand des mecs comme ça, ils te disent: «Moi, j'ai essayé de lisser mon effort», tu as peut-être pas d'études scientifiques qui te le prouvent, mais comme Germain le dit, Aurélien Dinampalas l'a dit avant et puis je sais pas quelle traileuse l'a dit avant. Quand ça fait plusieurs fois que tu entends ce discours-là, toi, tu peux déjà te dire: «Attends,
ça fait quand même quelques personnes qui en parlent. Alors, c'est des très hauts niveaux. On ne peut pas appliquer à nous, athlètes lambda, ce que le très haut niveau fait, hein. Faut pas oublier, enfin, moi, j'aime bien cet exemple de Olivier Bollier. Il dit que c'est les athlètes de très haut niveau, c'est Superman et toi, bah, tu es pas Superman, donc tu peux essayer de te battre ou de faire comme Superman, tu arriveras pas à faire comme Superman puisque eux, c'est des extraterrestres et pas toi. Mais mais quand même, tu peux quand même au moins essayer, sans forcément directement appliquer ce qu'ils font et ce qu'ils vivent, au moins te poser des questions. Te dire: «Attends, s'ils essayent de lisser, par exemple, sur une course, de préparation, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de me focaliser là-dessus?» Tu fais une course de prépa, tu dis: «J'essaye de voir si lisser mon allure, lisser mon effort en me focalisant là-dessus, est-ce que ça change les choses?» Moi, je trouve que c'est pas très risqué de le faire et ça peut valoir le coup d'essayer au moins quand tu entends plusieurs athlètes en parler. C'est vrai, je pense que c'est quelque chose. Les expériences des athlètes de haut niveau, il n'y en a pas beaucoup, mais comme tu as dit, c'est un peu comme les articles, quand on retrouve plusieurs choses, C'est ça. en général, on peut commencer à conclure certaines choses. Ouais, faut juste faire gaffe aux effets de mode, mais ouais, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur ce thème-là ou même si Non, on n'a pas grand-chose scientifiquement, mais ça reste intéressant. non, ouais, non, non, j'ai rien à rajouter là-dessus, je pense pour l'instant en tout cas. Faut peut-être en reparler dans 2 3 ans. Peut-être, ouais, on verra. Mais écoute, on arrive sur la fin de podcast. Je te laisse le mot de la fin. Là, tu me prends de court. Ouais. Heu, je vais dire, c'est quelque chose qui me tient à cœur avec, courir mieux, je vais dire, à chacun son Everest. Ça pour moi, c'est super important. À chacun son Everest, à chacun son haut niveau à soi. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes, quand tu parles d'entraînement, quand tu parles de performance, quand tu parles de progrès, tu peux des fois avoir l'impression que ce qu'on raconte, par exemple toi et moi, dans nos podcasts respectifs, c'est pour faire en sorte que, les gens atteignent le niveau de Kylian Jornet et pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pour que les gens atteignent leur haut niveau à eux, qu'ils atteignent leur Everest à eux et il y a pas besoin de faire du très haut niveau, sur le papier pour, aller chercher son haut niveau à soi et chercher à s'améliorer soi-même. C'est une démarche qui est super cool de s'entraîner pour soi et de s'entraîner à progresser soi-même et du coup, je dirais à chacun de garder en tête ça, que c'est, à chacun son Everest et pour, certaines personnes, ça correspondra à, je sais pas, à 4 heures sur un marathon. Mais ça, ce sera leur plus haut niveau à eux et ce sera magnifique de mettre tout en place pour aller chercher ces 4 heures sur marathon et pour moi, il y a la performance, c'est ça. C'est juste aller chercher le meilleur de soi-même. Pas besoin d'essayer de battre Kylian Jornet sur l'UTMB. Je te rejoins complètement. Et pour l'anecdote, ce week-end, j'étais en formation. Il y a une personne, on parlait des performances et quelqu'un qui a dit c'est quoi la performance? C'est quoi performer? Il y a quelqu'un qui a dit peut-être que pour quelqu'un, ça va être aller chercher la médaille au JO. Et pour quelqu'un qui a eu un grave accident, rien que le fait d'arriver de passer de la position assise à debout et de marcher, ça va être sa performance à lui. Donc ça rentre complètement dans cette vision que tu viens de mettre en avant et que je rejoins à 100%. On m'avait posé la question une fois, c'est quoi la performance? Et pour moi, c'est mettre en place, des choses sérieusement pour chercher le meilleur de soi-même. Donc juste être sérieux, c'est-à-dire, mettre en place, par exemple, un entraînement un peu structuré. Un entraînement structuré, ça peut être 2 ou 3 séances par semaine, hein, c'est pas grave. C'est juste, par exemple, si tu fais 2 ou 3 séances par semaine, tu t'y tiens, tu fais tes 2 ou 3 séances sérieusement. Quand tu y vas, c'est un moment intéressant pour toi, important, où tu prends du plaisir, mais où tu t'entraînes. Mettre en place des choses sérieusement pour chercher le meilleur de toi et pour moi, c'est juste ça la performance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, écoute, ça conclut le podcast sur des belles paroles. Je te remercie, Cyril, pour ton intervention, pour tout ce que tu as pu apporter, de ton expérience et de tout ce qui touche un peu plus de l'aspect scientifique. Donc, merci à toi. Je mettrai les liens des travaux que tu fais de courir mieux dans la description de l'épisode pour si les auditeurs qui souhaitent aller voir ce que tu fais, qui est de très bonne qualité au passage. Donc Merci. voilà, je te remercie encore une fois pour ton intervention. Ouais, bah, écoute, avec grand plaisir. Si les personnes sont intéressées par les articles que j'ai cités, parce que j'en ai parlé de 2 3 sans donner les rêves précises, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un message ou quoi, à les demander, je les mettrai en commentaire, de ton épisode avec grand plaisir, ou je te Ça les marche. enverrai pour que tu les mettes. Pour moi, c'est super important que les gens puissent aller vérifier ce que j'avance et il y a vraiment Ouais. des études derrière, donc vous pouvez les demander, il y a aucun problème et je te remercie pour le travail que tu réalises et de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Ouais, je te laisserai m'envoyer
les études, comme ça je pourrais les mettre dans la description et voilà, ça sera ouvert à tout le monde. Yes, ça Et marche. sur ce, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut! Salut.